Bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue. Bonjour Marc. Salut Julie. Bonjour à tous. Donc bienvenue chez Maestro. Maestro, c'est l'école du produit et de la tech et on est là aujourd'hui pour nos Maestrix. Les Maestrix, c'est nos webinars qu'on fait très très régulièrement sur les sujets du produit. Aujourd'hui, on se retrouve donc avec Marc pour parler de tous les titres qui sont liés au produit, les titres de poste, pour un peu les décrypter et comprendre ce qu'il y a derrière ces titres. Je vais juste vous poser une petite question. D'abord, c'est savoir d'où vous venez, ce que vous faites, quel est votre métier. Je vous mets un petit sondage pour que... Ah non, c'est pas celui-là. C'est un nouvel outil. Ouais, exactement. On était trop nombreux pour utiliser l'ancien outil. Hop, je vous laisse répondre. Du coup, sur le côté, normalement, vous avez un petit sondage qui s'affiche pour dire quel est votre métier. Ça nous permettra d'adapter un petit peu aussi, si on se rend compte qu'il n'y a que des PM, PO, peut-être aller un peu plus en profondeur sur les sujets. Au contraire, si vous êtes plus novice, expliquez avec des mots pas trop compliqués, pas trop de jargon. On va demander à Marc de se présenter. Juste avant, vous dire que vous pouvez poser toutes vos questions dans le chat. Si elles sont pertinentes sur le moment, je les poserai directement à Marc. Et sinon, on prendra un temps à la fin pour poser vraiment toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas à réagir aussi. Voilà, vous pouvez nous dire comment vous sentez. Vous pouvez mettre des petits emojis. Enfin, vraiment, faites-vous plaisir. Parlez entre vous. Je vais laisser la parole à Marc qui va du coup se présenter et nous dire un petit peu quel est son parcours. J'essaie de faire rapide, c'est ça, pour laisser bien du temps après. Ah non, vas-y, hein, c'est toujours intéressant de parler du parcours de chacun. Pas de souci. Donc, moi, je suis Marc Vidal, j'ai 39 ans et si je devais me définir dans le produit, pour l'instant, je vous dirais que je suis expert produit. C'est marrant parce que ça, c'est pas forcément une notion qu'on va aborder. Mais pourquoi je me définis comme un expert produit? Tout simplement parce que je suis passé par pas mal de cases depuis plusieurs années maintenant dans le monde du product management. Moi, je suis issu d'une filière plutôt technique, donc j'ai un Master 2 dans tout ce qui est développement et conception de logiciels. J'ai fait une petite année dans une ESN au tout début de ma carrière et ensuite j'ai rejoint le monde de l'édition de logiciels chez Dassault Systèmes. Donc là, j'étais directement dans le grand bain chez l'éditeur français numéro 1 de l'édition de logiciels. C'est vraiment le mastodonte en France. J'ai pu vraiment découvrir ce qu'était l'édition de logiciels chez Dassault Systèmes et j'étais dans un poste au sein de la R&D, mais très transverse. Je vais assimiler ça à de la certification, c'est-à-dire j'étais en charge de m'assurer que les produits Dassault Systèmes allaient marcher sur les systèmes d'exploitation futurs. J'ai fait ça pendant 5-6 ans et c'était un métier qui était très transverse étant donné que j'étais en interaction avec beaucoup de stakeholders, des gens côté pré-sales, des sales, du support, des développeurs, ce genre de choses. Et également une équipe qualité. Donc, ça m'a vraiment appris à échanger avec toutes les parties prenantes. Super intéressant. Et en 2016, j'ai rejoint une petite start-up marseillaise qui s'appelle Neovacom. Je suis arrivé, j'étais la 5e personne et j'ai eu la chance en fait d'être aux prémices de cette boîte. Neovacom est une société qui était en fait une spin-off d'une autre société marseillaise qui s'appelle Enovacom. Bon, ça c'est histoire de vraiment s'embrouiller. Mais en gros, on est devenu intégrateur de la solution que Enovacom proposait. Et moi, quand j'ai rejoint cette boîte-là, le DG m'a mis les clés du camion dans les mains. Il m'a dit, j'ai envie d'être éditeur de logiciels. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas sur quel produit. Je compte sur toi pour mettre tout ça en place et trouver le produit à sortir et qu'on arrive à flamber. Donc, je suis arrivé en tant que responsable innovation. Ça voulait tout dire et rien dire à l'époque. Et c'était, ça nous a beaucoup amusé quand même avec mon ancien CEO. Pendant plusieurs mois, j'ai envie de dire 7-8 mois, j'ai vraiment été en charge de comprendre l'écosystème
dans lequel on proposait le produit qu'on intégrait. Donc, je vais faire une big picture, mais on était dans des logiciels SaaS, B2B, sur un marché plutôt d'entreprises de taille intermédiaire ou des grandes entreprises, sur un marché niche qui sont les bailleurs sociaux, avec beaucoup de réglementations, des bailleurs sociaux qui sont publics, des bailleurs sociaux qui sont privés. Et en fait, en mélangeant tout ça, au bout de quelques mois, on a trouvé une super opportunité due à un contexte légal. Et ça, dans le product management, dans l'édition de logiciels, il y a énormément d'opportunités qui peuvent apparaître grâce à des nouvelles réformes. Et suite justement à cette loi qui est passée et qui nous a offert une belle opportunité de sortir un portail de gestion de factures fournisseurs pour les bailleurs sociaux. On a créé un produit qui s'appelle Frids. Et de là, en fait, de 2017 à 2022, je suis devenu un peu le papa de ce produit. J'ai commencé en tant que First PM. Alors là, vraiment, on en parlera juste après, mais on touche vraiment à tout. J'ai été en charge de piloter l'ESN qui nous a développé le produit, de recruter en interne une équipe produit, une équipe de développeurs, recruter le CTO, recruter les premiers développeurs, ensuite réinternaliser le produit, faire grandir l'équipe tech, faire les specs, faire la qualité, faire la partie marketing pour la partie go-to-market. Ensuite, on a mis le produit sur le marché, on a vite eu des premiers clients, des early adopters. Ensuite, on s'est staffé au niveau marketing, on a recruté un responsable marketing qui a pris en charge vraiment la partie product marketing. Pareil, on en parlera tout à l'heure. Ensuite, on a pu recruter dans mon équipe, je me suis staffé avec des PO, des CSM aussi. Je vois qu'il y a peut-être un CSM là. Donc, l'équipe a vraiment grossi et petit à petit, je passais de First PM tout simplement à CPO avec un produit où on a commencé à avoir plusieurs dizaines de clients, 0% de churn et une équipe produit où à la fin, j'avais 3 ou 4 PO, une équipe de CSM et au dev, on avait, c'est très fluctuant, mais un CTO et on va dire, on est monté à un pic d'une dizaine de développeurs. Donc là, une super expérience assez dingue où j'ai été vraiment en charge de piloter la stratégie du produit, accompagner le CEO sur des potentielles levées de fonds. On a même rencontré le gouvernement. J'ai une anecdote là-dessus. Mais, franchement, c'était une super expérience. Et en 2022, j'ai quitté cette aventure-là pour me lancer à mon compte en freelance. Je sais qu'il y en a beaucoup qui font ça dernièrement. Moi, l'idée, c'était vraiment la gestion de mon temps. J'avais envie d'avoir un peu plus de liberté. Et j'ai enchaîné 2 grosses missions. J'avais des missions ponctuelles que je n'ai pas forcément notées là-dessus, mais j'ai enchaîné 2 grosses missions. Une première mission chez Cegid, qui s'est découpée en 3 manières, on va dire, en 3 parties. Une grosse partie audit, par rapport à une expertise que je pouvais avoir sur un domaine qui est la facture électronique. Une partie audit qui a duré plusieurs mois. Ensuite, une vraie partie plutôt opérationnelle de product manager pour sortir un nouveau produit, toujours qui tournait autour de la facture électronique. Et une fois que tout ça a été mis sur de bons rails, j'ai laissé ma place à des équipes en interne, forcément. Et j'ai enchaîné sur une mission de 5 mois de coach produit d'un PO qui passait PM. Et là, on va en parler également de ces différents postes qu'on peut avoir et également d'un directeur produit sur la partie product management et relations avec les stakeholders. Et ensuite, j'ai eu une autre mission longue durée chez Collecto où j'ai fait également de l'audit et une partie très opérationnelle de senior product manager. Voilà. Je vais laisser assez de temps pour... Non, ça va. Non, mais en fait, je pense que tout le monde s'en rend compte. Mais en gros, pourquoi est-ce que j'ai contacté Marc quand j'ai pensé à ce sujet? Je pense que c'est plutôt compréhensible. En fait, il est passé vraiment par plein de rôles différents, toujours au sein du produit. Et du coup, ça me semblait assez pertinent que ce soit lui qui vienne nous expliquer tout ça. Donc, on va commencer maintenant. Marc, peut-être que tu peux commencer par nous expliquer ton expérience de la différence entre PO, PM. Yes. Je vais te répondre. Je rajoute juste une dernière chose sur mon expérience parce que je l'ai vu sur la capture. Je me suis dit, mince, j'en ai pas parlé. Mais je fais aussi
Je fais partie d'une organisation qui s'appelle French Produit, qui parle de product management, ou plutôt de produits. On a des product designers, des product marketeurs, des data product managers. Il y a un peu de tout dans cette communauté. On organise des meet-up, que ça soit en fait des meet-up par région. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas aussi à venir me parler sur LinkedIn derrière. Je pourrais vous donner un peu des infos de tout ça. Voilà. Désolé, Julie. Ça, Non, pas de souci. On est là pour ça, t'inquiète. Maintenant, on peut parler. Je vais te répondre de ta question. À ta question. PO-PM. Alors, celle-là, franchement, on a déjà un gros débat dans le monde du produit. Je vais te faire deux réponses. Je vais te faire la réponse théorique et la réponse pratique. La réponse théorique, déjà, la plupart du temps, on entend que, en fait, PO, c'est un rôle dans la méthode Scrum. Peut-être, attends, juste, peut-être pour ceux qui ne savent pas, du coup, PM, c'est Product Manager et PO, c'est Project Owner. Exactement. Voilà. Exactement. Non, mais tu as complètement raison. Parce que ça paraît tellement logique pour nous alors que ça n'est pas. Oui. Tu as bien fait de remettre une petite couche là-dessus. Donc, en fait, PO, en soi, quand on est sur de la théorie, ce n'est pas censé être un poste, mais c'est censé être un rôle dans la méthode Scrum pour la personne qui est garant vraiment du produit et de, comment dire, je vais trouver les bons mots, mais pour arriver à driver la création du produit, les spécifications de ce produit-là. Là où le PM, le Product Manager, là, on est plutôt sur un poste. Ça, c'est la réponse théorique. Donc, globalement, tu en as beaucoup qui te disent PO, c'est pas un poste, et des offres de PO, on ne devrait pas en avoir, on devrait avoir que des offres de PM. Maintenant, quand on parle de PO, PM, si on prend vraiment les différentes missions d'un PM, on va dire, elles se découpent normalement en 3 parties. C'est assez large. Chaque PM fait plus ou moins toutes les parties. Mais on va dire on a une phase de delivery. La delivery, c'est vraiment ce qui est en relation avec l'équipe R&D. Les spécifications, permettre à l'équipe R&D de développer la bonne chose qui correspond aux bonnes attentes, la qualité du produit et également délivrer le produit pour les utilisateurs. Donc ça, c'est une grosse partie d'un travail de PM. Ensuite, on a la partie discovery que j'aurais pu mettre en amont. Partie discovery, c'est quelque chose qu'on peut faire avant de créer un produit, comme tout au long de la création d'un produit et du cycle de vie d'un produit. C'est vraiment la prospection utilisateur pour comprendre le besoin, qu'est-ce qu'on peut améliorer sur le produit, quels nouveaux produits on peut sortir. Donc, ces phases de discovery, ça peut se tenir par des entretiens utilisateurs, par de l'étude de la concurrence, par plein d'autres choses, des résultats qu'on peut faire sur de l'A/B testing ou autre. Donc, je ne vais pas rentrer plus dans le détail que ça, mais c'est vraiment aller creuser le besoin de l'utilisateur. Et après, sur le métier de product manager, on a aussi une petite partie qui consiste à bien comprendre la stratégie, on va dire, de mise sur le marché du produit. Donc, sans qu'on soit forcément honneur de cette tâche-là, on peut être contributeur et il faut bien comprendre ce qu'on entend par stratégie produit, qui est plutôt porté par les dirigeants ou des postes un peu plus hauts produits qui sont en général des CPO. Maintenant, quand on reprend la différence PO-PM, en fait, ce qui se passe souvent, c'est qu'on assimile la partie delivery à la tâche d'un PO. C'est-à-dire que quand on prend la fiche de poste d'un PO, on s'aperçoit que c'est vraiment celui qui est en charge à 80-90% de cette partie delivery, c'est-à-dire les specs, les cérémonies quotidiennes, hebdomadaires avec l'équipe technique, la gestion des bugs, délivrer le produit sur la production. Donc, globalement, on s'aperçoit que ces fiches de poste-là, PO, c'est vraiment des PM, mais très axés delivery. Ce qui est ultra formateur et très, très bien. Et souvent, les postes plus juniors de PM tendent vers cette partie-là, plutôt orientée delivery. Il y a plusieurs choses qui peuvent l'expliquer. Pas mal de PM viennent de la tech
et on a une sensibilité plus forte justement à discuter avec la R&D. On est moins enclin à aller échanger avec différents stakeholders qui sont tout aussi importants quand on est PM, qui sont les sales, le marketing, la direction, donc, ou le support. Donc, il y a des choses comme ça qui peuvent expliquer que un PM junior est assimilé en général à un PO et va être plutôt orienté sur des phases de delivery. Et on se retrouve, du coup, à avoir beaucoup de fiches de poste où on recherche des PO. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est vraiment très orienté delivery. Et ce qui peut se passer, c'est que ces postes-là sont également rattachés à la R&D. J'ai connu ça dans différentes expériences. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? C'est comme tout, ça dépend vraiment comment c'est géré, les interactions qu'il y a entre les différentes équipes. Ce qui peut être compliqué quand on rattache cette fiche de poste à la R&D, c'est qu'on est rattaché des objectifs R&D, alors que les objectifs produits, les objectifs R&D ne sont pas forcément les mêmes. Voilà. Je ne sais pas si je t'ai bien répondu. Si Si, je pense que c'est très clair. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est très clair. Si jamais vous voulez que Mac développe sur quelque chose, n'hésitez pas à le dire dans le chat, mais très clair, merci. Est-ce que tu peux nous parler un peu des postes de senior en PM, PO? Est-ce que ça existe? Comme tu disais, en fait, que les PO, tu avais l'impression que c'était plus des juniors PM. Du coup, est-ce qu'on peut être senior PO? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu tout ça et qu'est-ce que ça veut dire en soi le titre senior? Ouais, alors, est-ce que tu peux être senior PO? Moi, j'en ai jamais vu, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas l'être. mais c'est vrai que globalement, ce que j'ai pu rencontrer, moi, la plupart du temps, c'était des PO qui finissent après sur des postes de PM, qui mettent en avant des postes de PM, et donc du senior PO, j'en ai jamais vu. Ok. Ça doit exister. Quel genre de spec fait un PO? Je vois une question, j'y répondrai juste après, une question de Stéphane. Maintenant, quand on parle de senior PM, c'est un titre, j'ai envie de dire, qu'on se donne un peu tout seul, quelque part. C'est par rapport plutôt à un nombre d'années d'expérience, sans te donner vraiment le nombre d'années. Mais tu as rencontré différents cas, différentes problématiques qui font que souvent, tu es plus à même d'y répondre plus rapidement. Ça ne veut pas dire que tu es meilleur ou quoi que ce soit, mais tu vas être plus efficace plus rapidement. Donc, j'ai rencontré beaucoup de gens qui mettent le titre de senior en avant sur ce côté plus d'expertise, donc être plus efficace plus rapidement, on va dire. Maintenant, ça n'a rien à voir avec un lead PM, par exemple, si on commence à dériver un peu sur d'autres postes. Tu peux avoir dans des boîtes des product managers et globalement, tu peux commencer à mettre un lead PM dans ces équipes produits. C'est quelqu'un qui est plutôt référent sur le produit global. Donc, quand tu commences à avoir plusieurs PM sur un produit, ça veut dire que tu es obligé de découper un peu le périmètre de chaque PM. Les périmètres, tu peux les découper de plein de manières. Tu en as qui le font par rapport à un vrai périmètre métier. Ce qui se fait très souvent aussi, c'est par rapport au périmètre, on va dire, acquisition, activation, rétention, ce genre de choses. Mais ce qui fait que tu commences un peu à cloisonner. Et souvent, tu as un lead PM, quelqu'un qui est un peu au-dessus, qui ne manage pas une équipe, mais qui a une connaissance vraiment transverse du produit, transverse, mais en profondeur aussi du produit. Est-ce que tu veux qu'on réponde un peu à des questions ou Est-ce que c'est un peu comme les lead dev? Moi, je trouve que c'est une bonne comparaison. Ouais. Alors, même si je ne suis pas dev, je ne vois pas forcément comment s'égoupiller, mais oui, le lead dev, on ne lui met pas du management dans les pattes. Ouais, c'est ça. Par contre, le lead dev, c'est vraiment quelqu'un qui arrive souvent à répondre ultra rapidement à une problématique que les devs peuvent avoir depuis quelques temps, parce qu'il connaît vraiment son produit, il a déjà réussi à répondre à des problématiques similaires. Donc, ouais, je trouve que ça s'apparente très, très bien à un lead dev. Ouais. Il y a une personne qui demande, justement, pour les questions,
À quel moment on parle de lead dev? Bon, je pense que ça me paraît assez clair dans ce que tu as dit. Est-ce que le lead PM doit avoir plus de seniorité que les autres PM? Est-ce qu'il est manager? Donc non, on vient de dire qu'effectivement, c'est pas un manager, c'est quelqu'un qui donc a plus d'expérience, mais je te laisse répondre. Ouais, alors, en fait, vous allez trouver tout, hein, dans les boîtes. Vraiment, vous allez trouver des lead PM qui sont managers, des lead PM qui ne le sont pas. Moi, je vous parle plutôt avec l'expérience que j'ai et la compréhension du sujet. Pour moi, un lead PM, ça ne doit pas être un manager. C'est vraiment un référent sur l'expertise du produit. Voilà, mais ça reste un avis. Et pour répondre à Stéphane sur les genres de specs que peut faire un PO, en fait, c'est vraiment la gestion d'un backlog. Donc, un backlog, c'est des user stories, c'est des features. Qu'est-ce qu'on a comme autre terme suivant les outils qu'on utilise? Il y a des termes qui existent qu'on appelle des PBI, mais c'est vraiment, comment dire, on a un grand classique qui dit en tant que typologie d'utilisateur du produit, je cherche à faire telle action et on détaille, en gros, ça peut être rédiger la création d'un nouveau bouton sur une page, un bouton téléchargement pour télécharger une liste d'utilisateurs, par exemple. Donc, on va dire, ajouter un bouton sur cette page. Quand je clique sur ce bouton-là, ça va me permettre de faire telle action. C'est vraiment ça quand on parle de spécification. Il y a Maëlys qui demande, est-ce que le PM junior passe toujours par la phase delivery d'abord avant la discovery? Pas forcément. C'est souvent le cas. Maintenant, je trouve que ça dépend beaucoup du monde dans lequel, du monde duquel on vient. C'est-à-dire que sur ces métiers du produit, moi, ce que je trouve génial, et là, je fais la promo maestro, mais on s'aperçoit vraiment que on peut faire du produit en venant de n'importe quel horizon. C'est-à-dire, on n'est pas forcément de la tech pour arriver et faire du produit. Il y en a qui viennent, il y a des sales, il y a des marketeurs. On peut arriver de tous les univers. Et quelque part, quand on est plutôt des gens qui viennent du marketing, des sales ou autres, on a une facilité à échanger avec les utilisateurs qui est peut-être un peu plus forte et qui fait qu'on se retrouve à faire des tâches peut-être de discovery plus tôt qu'un nouveau PM, un PM junior qui vient de la tech et qui est vraiment très très bon là-dedans, dans cette rédaction de spec qui est très carré. Donc, ça peut plutôt venir des expériences passées qu'on a ou des compétences intrinsèques qu'on a à la base. Voilà. Oui, clairement. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que d'être first PM? Yes, alors ça, franchement, ça, c'est moi, c'était mon plus gros kiff. First PM, j'ai eu la chance d'avoir ce poste-là. Et là, c'est le poste fourre-tout dans une boîte. Et, alors, ça va vraiment dépendre aussi de la direction qu'on peut avoir. On peut avoir un CEO qui a un peu ce mindset produit, qui va garder beaucoup de choses à gérer dans sa besace. Et en soi, c'est fine, hein, c'est pas un problème. Et dans ces cas-là, le job de First PM, on sera vraiment sur de la delivery, de la discovery, ce qui est très bien. Maintenant, on peut avoir aussi, et c'est ce que j'ai eu, moi, un CEO qui m'a vraiment donné carte blanche. Et alors là, on se retrouve à devoir toucher toutes les facettes du produit. C'est-à-dire, j'ai parlé déjà pas mal de specs, donc forcément, il faut alimenter l'équipe tech, donc on se retrouve à faire énormément ça. Grosse phase de discovery, mais quand on est first PM et qu'on a vraiment une carte blanche, on fait énormément de market. Et ça, j'encourage vraiment tous les gens qui veulent faire du produit à bien être sensibilisés à l'aspect marketing, parce que pour moi, c'est un peu le cœur du truc. Voilà. Je trouve que c'est tellement important de bien comprendre le marché que quand on est first PM, on se retrouve à faire du product marketing. C'est vraiment élaborer la stratégie go-to-market, travailler la proposition de valeur du produit. Donc ça, c'est génial. On se retrouve à être énormément au contact des utilisateurs et à faire du support. C'est pas forcément fun, mais c'est ultra formateur. C'est génial. On se retrouve à être sales également quand on est first PM, devoir aller vendre son produit. Et en fait, ça, c'est génial parce qu'on se rend compte de la difficulté qu'on peut avoir quand on cherche à vendre un produit. Et ça nous aide à mieux penser aussi le produit derrière
et également tout ce qui entoure le produit, c'est-à-dire la documentation qu'on peut fournir, les armes qu'on peut fournir à un commercial pour aller pitcher le produit. Donc vraiment, cette casquette First PM, elle est dingue, elle est géniale, elle est franchement complexe aussi, parce qu'on se fait des nœuds au cerveau. Je ne vais pas dire qu'il ne faut pas compter ses heures, parce que ça, c'est pas vrai, ça dépend vraiment comment on s'organise. Mais c'est super complexe, mais elle est géniale. Voilà. Trop bien. Je ne sais pas si vous avez des questions sur ce métier, enfin sur ce rôle de First PM. J'ai l'impression quand même que c'est souvent dans des petites structures, des startups, Ouais. etc. Exactement, j'ai oublié de le préciser, mais oui, c'est les startups. Hein. Et globalement, c'est un poste, le poste de product manager, il n'est pas indispensable dans une boîte. Hein. Les tâches, elles sont un peu réparties entre les CEO, la tech, le market. Et au bout d'un moment, on commence à mettre un product manager parce qu'on veut faire du produit, on veut qu'il y ait ce mindset produit, vraiment, donc que l'entreprise tourne autour du produit et du produit sur le marché, hein, vraiment, parce que le produit seul, ça ne fait rien. Mais essayer d'avoir un écosystème produit en interne pour ne pas être trop siloté. L'idée de ce poste-là, de product manager, c'est vraiment le rouage qui permet d'éviter ces silos-là entre la tech, le commerce, le marketing. Et il y a un truc que je ne dis pas depuis tout à l'heure, mais il y a une grosse phase aussi de design, c'est-à-dire faire un produit, ça veut dire imaginer des maquettes. Un product designer, c'est top. Maintenant, au départ, dans les startups, on n'en a pas. Ben, c'est qui est en charge de faire les maquettes? Et le product manager aussi. Et ça, franchement, c'est un métier. Hein. Moi, j'en ai fait. J'étais super fier de mes maquettes. Franchement, elles étaient canon. Très content. Par contre, ce que j'ai fait en une semaine, je pense qu'un product designer, il me le faisait en une demi-journée. Donc, important quand on a la possibilité aussi de se staffer là-dessus, de pouvoir avoir un product designer. Et je pense qu'on va pouvoir rentrer également dans ce métier-là. Et il y a d'autres choses à dire sur le product design. Carrément. Il y a Lydia qui demande si c'est que des maquettes. Ben voilà, parfait. Alors non, clairement, product designer, c'est pas du tout que des maquettes. Et en fait, il y a une grosse tendance, Moi, c'est comme ça que je le vis. C'est comme ça c'est les retours que j'ai lorsqu'on organise des meet-up French Produit également. Et quand je me documente dans les podcasts que je peux écouter étrangers. Les métiers du produit sont assez récents, on va dire, je sais pas, ils ont 7, 8, 10 ans. Alors, il y a des product managers qui vont te dire j'en fais depuis 15 ans et en soi, ça peut être vrai. Mais en France, c'est quand même, ça s'est démocratisé, on va dire, depuis je sais pas, une dizaine d'années, voire un peu moins. Les rôles étaient assez segmentés. J'ai fait un gros raccourci en disant product designer maquette, on va dire expérience utilisateur. Et là, il y a une tendance de fond qui vient des États-Unis et qui fait qu'on s'aperçoit qu'en gros, le travail, si on prend une big picture, on a le product manager qui arrive avec le besoin utilisateur/client. C'est des besoins différents. Ça dépend le contexte dans lequel on travaille, si on fait du B2C, du B2C, du B2B, si on est sur des clients petits, des gros clients. Hein, mais on va avoir des clients qui peuvent avoir des enjeux stratégiques, qui vont acheter le produit et où les utilisateurs, ça va être vraiment des gens à la compta qui se retrouvent à avoir le produit de manière imposée. Donc, c'est des besoins différents. Mais ce que je veux dire, c'est que nous, dans une équipe produit, on va se retrouver, on va avoir le product market sur les boîtes, on a la personne product marketer, le product designer, le product manager. Et tout ce petit monde va être là pour servir le produit, les specs, les maquettes, mettre le produit sur le marché, en échangeant avec des utilisateurs, en échangeant avec des clients, avec les stakeholders en interne. Et en fait, là où j'ai beaucoup mis en avant que le product manager, qui était un peu PO, qui faisait des specs, qui alimentait le backlog, avait était propriétaire, était honneur de cette tâche-là. Globalement, il y a une tendance qui commence à se décider sur le fait que le product designer, il est vachement à même de faire ça. Déjà, il pond des maquettes et des maquettes qui sont super quali parce qu'il arrive à imaginer l'expérience utilisateur, à se rendre compte des problématiques que l'utilisateur va avoir en naviguant dans le produit. Donc, il peut être à même d'être plus précis sur certaines parties des specs.
Et le product designer, globalement, il a une capacité de discovery qui est super bonne. Les interviews utilisateurs, je ne dis pas que tous sont bons pour le faire, mais il est totalement légitime pour le faire. Et ce qui se passe, c'est que souvent, quand on fait, quand on fait quand on est product designer, on fait souvent des phases de discovery, PM, product designer. Et cette phase de discovery, elle pourrait limite, j'extrapole, mais elle pourrait limite être lâchée au product designer. Et on s'aperçoit qu'il y a un peu un move qui est en train d'être fait où le product designer est en train de prendre un peu plus la main sur cette partie delivery, justement. Spec, maquette et également interview utilisateur. Là où le product manager est en train de glisser un peu plus et de prendre un peu plus de poids sur la partie marketing, qui est pour l'instant vraiment gérée par des product marketers. Je crois que c'est, je ne sais plus si c'est Apple ou Airbnb qui dit que clairement les PM, en fait, c'est pas que c'est un métier qui va mourir, hein, loin de là, mais vont vraiment se rattacher sur le business et sur les métiers plutôt market, là où ces aspects plus produits vont être produits de maquettes, spec, vont être à la charge du product designer. Donc, c'est mouvant. Là, c'est la tendance qu'on a là. Et peut-être que dans 3 ans, 4 ans, ça va encore bouger. Mais c'est là qu'on s'aperçoit en fait que les interactions, je pense que tu voulais un peu qu'on discute de ça, Julie, mais les interactions entre un product designer, un product marketer, un product manager, en fait, elles sont entremêlées et quelque part, en fait, il n'y a pas une formule qui dit un tel doit faire ça, un tel doit faire ça, un tel doit faire ça. Mais c'est vraiment les appétences qu'on peut avoir. C'est-à-dire que si on a un product designer qui est vraiment ultra bon en entretien utilisateur, mais c'est ultra pertinent que le PM laisse plutôt l'ownership au product designer de cette phase-là. Ça ne veut pas dire qu'on s'efface totalement, mais on devient juste contributeur et comment dire. Le but, c'est que le produit soit le meilleur possible derrière. Donc, les échanges qu'on peut avoir, ils sont vraiment là. C'est comment s'organiser de la meilleure manière possible pour que chaque poste soit le plus efficace. Ouais, et peut-être en parlant, enfin, je pense que tu as bien défini la notion de product design, etc. Je pense que c'est clair. Peut-être que c'est moins clair sur la notion de PMM, donc de Product Marketing Manager. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus en détail de comment est-ce que cette personne, elle va contribuer aussi à l'équipe produit et à quel niveau? Ouais. Alors, je vais essayer d'être assez clair sur cette partie-là. Globalement, du marketing produit, on en fait forcément. Ça ne veut pas forcément dire qu'on a un product marketing manager, mais on est obligé d'en faire. Et c'est vraiment, c'est une discipline vraiment qui va permettre de travailler le positionnement produit sur le marché et de travailler la stratégie go-to-market, d'être le plus performant là-dessus. Donc, c'est-à-dire, c'est vraiment la personne qui va avoir en charge de travailler la proposition de valeur, le discours, qui connaît bien la concurrence, qui va pouvoir travailler par exemple aussi les battle cards pour les commerciaux, mais vraiment mettre en avant en quoi le produit est le meilleur sur le marché pour la cible qu'on a. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que les frameworks qu'on utilise, la méthode qu'on utilise dans l'équipe produit, quelque part, ce n'est pas son problème. Mais il va être contributeur là-dessus et à chaque fois, c'est la personne qui va réussir à remettre un peu, quelque part, l'église au centre du village. C'est-à-dire, OK, le produit qu'on est en train de faire, c'est ça. Mais si on le fait, c'est parce que le business derrière, il demande ça. Il a besoin de ça. Et encore une fois, par business, on peut entendre utilisateur si on fait du B2C, comme on peut entendre client quand on fait du B2B. Et vraiment, j'appuie là-dessus. Dans le B2B, le client n'est pas forcément l'utilisateur. Et c'est pour ça que c'est très, très important d'arriver toujours à remettre un contexte business dans un produit. Parce que quand on fait du B2C, on peut dire, ouais, l'utilisateur, il a besoin de ça, il a besoin de ça, il a besoin de ça. Ouais, mais si le client, l'acheteur, au final, il n'a pas ce besoin-là, est-ce que c'est prioritaire à faire ou non? Et là, on rentre dans d'autres débats. Ça ne veut pas dire qu'on ne le fera pas, mais il y a des notions de priorité à gérer. Ouais, et le PMM aussi, je pense que ce qui est important, c'est de dire que c'est un peu la personne qui va définir les objectifs business aussi du produit. Ouais, tout à fait. Ouais, clairement, clairement.
Carrément. C'est un très très beau rôle et il a, comment dire, il est de plus en plus visible, je trouve, depuis 2 bonnes années. Et, il y a des bonnes rockstars en plus là-dessus. Je trouve ça très très bien et très 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 important de mettre en avant le marketing justement au niveau du produit. Moi, j'y étais très très sensible quand j'ai été First PM et c'est quelque chose qui m'a vraiment fait monter en compétences. Quelque part, si j'ai pu avoir ce poste de CPO derrière, c'est parce que justement, j'ai eu cette très très bonne vision marketing par moi-même et par les personnes qu'on a pu recruter. Il y a une personne qui demande dans une entreprise composée notamment d'un service R&D, un service produit, un service marketing, le PMM sera plutôt rattaché au produit ou au marketing? Je la voulais pas cette question. Tu as fait semblant de ne pas l'avoir. Non, mais je la voulais pas parce que non, je rigole. Ça c'est un éternel débat. Je sais qu'il y a eu un podcast il n'y a pas longtemps où il y a eu un débat entre deux bonnes stars là-dessus. Une qui défendait le côté il faut le rattacher au marketing et une autre qui le rattachait au produit. J'ai pas de réponse. Franchement, j'ai pas de réponse et j'ai pas la bonne réponse. Moi, j'ai beaucoup connu d'organisations qui le rattachaient au produit. Moi, je trouvais ça plutôt pertinent. Mais encore une fois, si tu le rattaches au produit, il faut vraiment que la personne ne se fasse pas happer par l'équipe produit et arrive et soit plutôt, comment dire, ce rôle-là soit le rôle qui permette de faire sortir la tête de l'eau à l'équipe produit et vraiment remettre, encore une fois, les enjeux business qu'il y a derrière. Si on la met sur l'équipe produit, il faut vraiment qu'elle soit en capacité de sortir la tête de l'eau de la R&D, du produit sur les enjeux business. Et par contre, si on la met sur l'équipe plutôt marketing, il faut qu'elle ait cette sensibilité pour comprendre aussi les enjeux techniques qu'il y a derrière. Donc, il n'y a pas de bonne réponse. Ok. Peut-être qu'on peut passer plus sur les aspects de PM, des évolutions en tant que PM qu'on peut avoir. Ouais. Et du coup, parler peut-être du poste tu as déjà parlé du poste de lead PM, mais peut-être du poste de CPO. Est-ce qu'il y a une différence aussi avec Product Leader, Ouais. VP, Head of Product, tout ça Alors franchement, ça, j'ai envie de te dire, il y a trois postes. C'est pas qu'ils sont flous, mais suivant les organisations, c'est vraiment chacun fait sa sauce. Quand on commence à parler de VP Product, de Head of Product ou de CPO, tu peux avoir tout et n'importe quoi. Là, je vais donner mon avis vraiment là-dessus. Globalement, déjà, je vais scinder deux trucs. Je vais parler du Head of Product et du CPO. Pour moi, le Head of Product, c'est plutôt le manager de l'équipe produit. Et là, on va parler de tâches managériales, ce qu'on ne faisait pas quand on parlait du lead PM. Donc, c'est quelqu'un qui connaît le produit, ce n'est pas un problème. Mais c'est quelqu'un qui va être là pour travailler la mise en place de l'organisation produit et qui va manager l'équipe produit. Vraiment, quand tu es head of, tu es plutôt là-dessus. Mais tu n'es pas un C-level. C'est-à-dire que tu n'es pas, ça dépend des entreprises, mais tu n'es pas au board, tu n'es pas à la stratégie. Donc, tu vas faire appliquer une vision. Tu peux remonter des différentes informations qui peuvent plus ou moins la challenger, mais tu n'es pas un C-level. Donc, vraiment, tu es le manager de cette équipe-là. Là où quand tu es CPO, tu commences à être très, très loin en fait, de l'équipe produit. CPO, tu es à la strat, c'est-à-dire que là, tu es plutôt au board. Et la manière dont va travailler ton équipe produit, c'est pas trop ta sauce. Toi, tu vas regarder les résultats qu'elle va avoir et tu seras plutôt là pour challenger les décisions que le codir peut prendre avec tes connaissances produits. C'est plutôt cette partie-là. Vraiment détaché de ton équipe produit. Alors, détaché, pas à 100%, parce que tu peux avoir des cas à traiter ou à gérer, mais tu es vraiment sur ce côté plus strat, voire 100% strat, et challenger la vision. Voilà, c'est plutôt ça. Et
souvent, tu peux avoir un rôle un peu intermédiaire, le VP Product. Moi, je l'ai rencontré plutôt dans des entreprises qui étaient plutôt conséquentes, ce rôle-là, parce que VP Product, c'est des gens qui peuvent être à la strat, qui peuvent faire des présentations aux investisseurs, au board, ce genre de choses, parce que s'ils ont ce côté stratégique. Et pour moi, la manière dont je l'ai vu, c'était vraiment quand tu as des entreprises qui sont assez conséquentes et que entre le CPO et le head-off, ben, en fait, tu n'as pas qu'un head-off, tu peux avoir 4, 5, 6, 7 head-off, ben, ça peut être pas mal d'avoir justement ce VP Product qui est encore un poste un peu intermédiaire où tu es à la strat et ben, tu chapeautes plusieurs head-off, on va dire. Ok. C'est ce que j'ai connu moi. Ouais, trop cool. Et c'est pour ça que par contre, quand tu es dans des petites structures, tu te retrouves à avoir un lead, un head-off et un VP. Dans des petites structures, je trouve que ça fait une grosse hiérarchie, pas forcément nécessaire. Il y a quelqu'un qui dit dans les petites structures, le CPO est souvent en situation de head-off, non? Ouais, bah ouais, clairement, parce que souvent, quand tu es CPO dans une petite structure, tu peux avoir une équipe produit peut-être de je sais pas, 2, 3 product managers. Donc ouais, clairement, tu te retrouves à faire le management. Après, si tu veux, dans les petites structures, tu peux avoir quelqu'un qui est CPO, donc quelqu'un qui va avoir vraiment cet aspect strat, challenger le CEO et autres. Et tu peux avoir des petites structures où par contre, c'est pas souhaité d'avoir un C-level produit. Et donc, tu vas avoir plutôt un head-off qui sera peu là pour challenger justement ces décisions-là. Ok, super intéressant. Merci, Marc. J'ai une question qui n'a rien à voir, mais je pense qu'elle est intéressante parce que je trouve qu'on en voit de plus en plus sur les annonces de job. C'est le métier de Product Data Manager. Est-ce que tu peux nous dire de quoi il s'agit? Est-ce que est-ce qu'un PM, par exemple, pourrait postuler à un poste de Product Data Manager ou pas? Et pour quelles raisons il pourrait pas? Voilà. Moi, j'en ai pas rencontré tant que ça, déjà. Et c'est assez frais. On commence à avoir pas mal d'annonces dessus, mais moi, je vais être honnête, je n'en ai pas rencontré tant que ça. Ce que j'ai vu, c'est que globalement, c'était souvent des gens qui venaient du côté data scientist et compagnie qui occupaient ce poste-là. C'est assez hybride. Les définitions que j'ai pu rencontrer ou la manière dont on m'a vendu le poste quand j'ai pu discuter avec des gens qui faisaient ça, c'est vraiment aligner, je te lis quelque chose, hein, mais c'est aligner les données produits dans la stratégie globale de l'entreprise. Donc vraiment, on cherche à mettre en avant les bonnes données, parce que la donnée, quand on fait du produit, c'est important. Par contre, des données, il y en a des millions. On en a dans tous les sens. Et être focalisé sur la bonne donnée, c'est super important pour servir correctement le produit. Donc, c'est un peu comme ça que je vois ce poste-là. Est-ce que des product managers peuvent partir sur ce poste-là? Mais clairement, de toute manière. Après, c'est quelque part, j'ai envie de te dire, quand on n'en as pas, ben, le product manager, il le fait déjà un peu. Moi, comme je vous ai parlé de l'expérience First PM que j'ai eue, j'ai dû mettre en place toute la stack data de ma boîte. C'est-à-dire, c'est pas un truc extraordinaire, mais c'est à coup de Google Sheets, de plugins pour aller taper dans un Salesforce, pour aller taper dans une base de données opérationnelle avec du BigQuery, remonter tout ça sur un Google Data Studio, récupérer des données aussi sur du Google Analytics. J'ai dû mettre tout ça en place. Quelque part, j'étais Product Data Manager à ce moment-là pour arriver à servir la bonne donnée. Mais c'est moi qui l'ai fait en tant que PM. Et franchement, c'est un temps monstrueux. Et c'est sûr qu'on aurait eu une personne dédiée à ça. Ça aurait été, pour moi, mieux. Pour l'entreprise, pas forcément, mais pour moi, mieux. Ouais. Et on se tourne de plus en plus là-dessus parce que de toute manière, la donnée, c'est vital dans le produit. Mais c'est aussi sur la donnée qu'on arrive derrière à mettre des bonnes bases sur de l'intelligence artificielle. Alors, je ne maîtrise pas ce sujet-là, donc je ne veux pas forcément rentrer dans les détails, mais il y a une bonne corrélation aussi là-dessus derrière. Ouais. L'IA dans le produit, ça commence à être nécessaire. Et si on n'en met pas ou si on n'est pas au fait de ce qui se passe côté IA, on peut vite être, comment dire, has-been. Je ne sais pas si c'est bon.
on peut être en queue de peloton très, très rapidement, quoi. Trop bien, merci Marc. Je vais juste parler rapidement des formations que l'on propose chez Maestro. Donc, c'est des formations de product management et de no-code. Les formations de product management, on a des formations qui sont en présentiel, qui durent 7 semaines à Paris. Et on a des formations en distanciel qui durent 14 semaines avec des sessions 2 soirs par semaine. Et sinon, des cours qui sont donnés via du e-learning. Donc, en gros, vous avez les cours en e-learning et 2 fois par semaine, vous avez des sessions pour mettre en pratique ce que vous avez appris. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que chez Maestro, on a des intervenants différents pour chaque session. Donc, ça veut dire que sur le total de votre formation, vous rencontrez en tout 25 intervenants qui sont tous des experts du produit. Et en fait, comme il l'a dit, Marc, le produit, c'est aussi beaucoup par l'expérience que ça se fait. Il y a autant de façons de faire du product management que de product manager. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important pour nous chez Maestro de vous présenter à un nombre de personnes assez important et qui ont des parcours différents, qui n'ont pas travaillé dans tous les mêmes types d'entreprises, etc. Marc est intervenant chez Maestro aussi. Le principe, chez Maestro, notre pédagogie, ça va être de faire peu de théorique. On dit que c'est 20% du programme et 80% de pratique. Et vous allez travailler sur des cas qui sont très concrets que les intervenants ont rencontrés en général dans leurs entreprises ou dans leurs expériences passées. En tout cas, c'est des cas que vous pourriez rencontrer en entreprise demain quand vous serez dans votre job de PM. Voilà. Je pense que j'en ai dit beaucoup. Je vais vous mettre le lien du calendrier de Camille qui gère les admissions dans la formation. Comme ça, si vous avez des questions sur votre carrière, si vous voulez en parler avec elle, vous pouvez prendre un rendez-vous et en discuter. On va passer aux questions. Juste une dernière chose, avec Maestro, on organise très très souvent des webinaires comme celui-ci pour parler de plein de sujets qui sont liés au product management ou alors au no-code. Vous pouvez vous inscrire sur Meetup pour avoir accès à tous les événements et être informé petit à petit. Et sinon, nous retrouver sur LinkedIn et sur notre site internet. Je vous laisse mon adresse mail si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit, des remarques. N'hésitez surtout pas à me contacter. Et je prends vos questions. Alors, je remonte, parce qu'il y en avait dès le début. Une personne qui demande, est-ce qu'un profil front-end et UI/UX pourrait être plus disposé au métier de PM ? Tu l'as trouvé où, cette question ? Tout en haut. C'était vraiment au début. Vas-y, je la retrouve. C'est... Tu veux que je te la relise ? Vas-y, je veux bien. Donc, est-ce qu'un profil front-end et UI/UX pourrait être plus disposé au métier de PM ? Plus, c'est pas forcément. En fait, ce qui est intéressant sur ces gens qui sont côté front-end UX/UX, c'est UI/UX, c'est vraiment qu'on comprend les problématiques des parcours utilisateurs. Ça, c'est sûr que c'est une compétence qui est super intéressante quand on cherche à être PM ou quand on est PM. Donc, ouais, ça, c'est une belle compétence, je trouve. Plus disposé, donc après, pas forcément. Ouais. C'est intéressant, moi j'aime bien. Une personne qui demande quels sont les outils de tracking que vous pouvez utiliser pour prioriser le backlog et avoir un maximum de retours d'utilisateurs sans passer par les entretiens. Cette information est plutôt pour un PO que PM. Les outils... alors attends, pareil, je vais essayer de te retrouver. Quels sont les outils de tracking que vous pouvez utiliser pour prioriser le backlog ? Alors, c'est Juliette qui pose cette question-là. Et avoir un maximum de retours utilisateurs sans passer par les entretiens. Donc là, on parle de quoi ? On parle plutôt des retours utilisateurs qu'on pourrait avoir sur le parcours que fait un utilisateur sur
sur l'application, ce genre de choses. Outils de tracking, j'ai envie de te dire que moi, les outils avec lesquels j'ai travaillé un peu avec du Amplitude. Après, j'ai mis du Google Analytics tout bête aussi pour voir quelle page était visitée. Après, tu as quoi? Tu as du Content Square ou du Hotspot, ce genre de choses. J'ai peut-être pas le bon nom. Voilà. Je crois que j'ai pas dit le bon nom du produit, mais c'est pas forcément des choses que moi j'ai utilisées. À part Amplitude, bien entendu. Moi, ce que je trouve vachement bien, si je dois parler d'outils là-dessus, c'est que les meilleurs retours que j'ai pu avoir quelque part, en fait, c'est par le support. C'est-à-dire qu'on se rend compte des fois que le produit, il n'est pas utilisé de la manière dont on imaginait, en bien ou en mal. Et du coup, traquer les mails qu'on peut recevoir au support, c'est super intéressant. Ce n'est pas forcément des bugs, ou du moins, le support peut répondre de manière très simple en disant, bon, en fait, si vous l'utilisez comme ça, le produit, vous arriverez à faire ce que vous souhaitez. Par contre, traquer ça peut être super intéressant pour arriver à identifier le fait que le produit est utilisé d'une manière assez différente et il y a peut-être des évolutions à faire en ce sens-là. Donc derrière, tu as quoi? Tu as j'aime pas mettre un outil en avant parce que franchement, ça dépend vraiment des contextes et comment on les configure. Mais après, tu as aussi du intercom là-dessus, du Freshdesk et Cycle, c'est pas exactement pareil. Cycle, c'est pour des entretiens utilisateurs. Une autre personne qui disait tout à l'heure, quand on t'a posé la question sur PMM rattaché au produit ou au marketing, qui disait, tant qu'on est dans les bonnes questions, si PM égale PO, enfin plus ou moins, et que le product designer est à peu près comme un PM, reste-t-il une place pour un trinôme PO, product design et PM? Alors moi, je l'ai rencontré et je trouve que ça dépend vachement des entreprises. Dans les grosses structures, c'est plutôt dans les grosses structures où on commence à plus segmenter. Et donc ça, moi, je l'ai pas mal rencontré où j'ai dû travailler en tant que PM sur une mission que j'avais sur les 2 dernières années. Mais moi, j'étais plus en charge, pas forcément du backlog, mais sur de la gestion d'opportunités. Donc, c'était un autre outil, c'était pas l'outil qui a été utilisé par la R&D pour gérer donc le backlog. Moi, c'était un outil plutôt de product manager. Là où je travaillais avec le PO pour que lui rentre dans une granularité plus fine pour la R&D. Et par contre, étant donné qu'il y avait une gestion ou une expérience utilisateur qui devait être commune à plusieurs produits de l'entreprise, parce que c'était une entreprise qui gérait, je crois que c'est dans le portfolio, il y a plus de 20 produits. Quelque part, moi, en tant que PM, je n'étais pas à même de designer correctement l'expérience utilisateur. Et donc, il y a une équipe vraiment design, des product designers qui sont là pour intervenir pour chaque produit et pour arriver à apporter de la cohérence sur la finalité de chaque produit, quoi. Donc, si ça se trouve encore. Ouais. Stéphane qui demande, êtes-vous amené à travailler avec des chefs de projet? Si oui, comment collaborez-vous avec eux? Comment sont distribués les rôles? Mais je pense que la suite de la question, on peut la lire, mais je pense que déjà, tu peux répondre. Ouais, alors moi, ça, je l'ai eu. Je l'ai eu sur un gros projet. Et franchement, ça, c'est faire du produit dans du projet, c'est faire entrer des ronds dans des carrés. Mais quand tu n'as pas le choix, tu n'as pas le choix, hein. C'est-à-dire que normalement, quand tu fais du produit, alors je vais faire un gros raccourci, mais tu ne parles pas de budget, même si au final, quand même, l'argent, c'est le nerf de la guerre, mais tu ne parles pas de budget, ou du moins, c'est vraiment les C-level et compagnie qui vont plutôt parler budget. Alors que quand tu parles projet, tu parles budget. Tu parles projet, il y a un budget qui est alloué, il y a un début, il y a une fin. C'est aux antipodes un peu du produit. Donc, moi, ce que j'ai eu à faire quand j'ai dû lancer un nouveau produit sur le marché, mais pareil, c'était plutôt pour un gros éditeur où il y avait un garant comment dire,
que l'avancement de chaque partie prenante était fait chaque semaine. Donc, c'est-à-dire, il y avait le cloud, la R&D, la sécurité, l'équipe produit. Et par contre, le chef de projet n'était pas là pour piloter les aspects de market, mais vraiment tout l'aspect technique et sortir le produit. Il y avait un chef de projet qui était là et pour voir si on respectait bien les délais parce qu'on avait une contrainte réglementaire qui était forte. C'était le chef de projet qui était vraiment à la baguette là-dessus. Et encore heureux parce que moi, discuter avec les équipes cloud, les équipes infra, je suis en capacité, mais c'était pas ma casquette et j'aurais perdu beaucoup trop de temps. Moi, j'étais vraiment là sur, si je prends le reste de ta question, je me concentrais sur la stratégie, la vision du produit et vraiment ce côté backlog, là où le chef de projet était vraiment là sur la tâche ultra haut niveau de s'assurer que toutes les autres équipes avançaient en temps et en heure. Et franchement, heureusement qu'il était là parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui savent qu'elles vont devoir intervenir, mais de manière ponctuelle, et juste à un moment donné, et qui peuvent avoir tendance à mettre le projet de côté alors que c'est un projet critique pour l'entreprise. Du coup, je pense que tu as pris le reste, enfin, tu as répondu en fait au reste de la question. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? Je pense qu'on est arrivé au bout. J'ai l'impression. Ok, bon, bah génial. Merci beaucoup, Marc, de nouveau. J'espère que vous avez passé un bon moment et que Marc a répondu à toutes les questions que vous vous posiez avant. N'hésitez pas à le contacter. Enfin, j'imagine que tu peux. Ouais, avec plaisir. Sur LinkedIn. Sur LinkedIn, ouais, si besoin. Et puis à me contacter moi si vous avez des questions, des remarques ou quoi que ce soit. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup d'avoir posé toutes vos questions et d'avoir réagi dans le chat. C'est génial quand ça se passe comme ça et que tout le monde participe. C'est quand même plus sympa. Donc merci d'avoir joué le jeu. Et puis très bonne journée à tous et bonnes vacances, bon été. Merci Julie. Bonne journée à tous.